La pluie tombait en fines gouttelettes sur les pavés gris de la rue Saint-Antoine. Quand Mathieu a poussé la porte du petit café de quartier ce matin-là, il n'avait nulle part où aller, nulle part où être. À 24 ans, il se sentait comme un fantôme dans sa propre vie. Ses cheveux bruns collaient à son front humide et ses yeux fatigués cherchaient désespérément un refuge temporaire contre le monde extérieur qui semblait l'avoir oublié. Mathieu commanda un café noir sans sucre d'une voix à peine audible. La serveuse, une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, lui sourit gentiment, mais il détourna le regard évitant tout contact humain comme il le faisait depuis des mois. Maintenant, il s'installa dans le coin le plus sombre du café, près de la fenêtre embuée, regardant les passants se dépêcher sous leur parapluie. Chacun semblait avoir une destination, un but, quelque chose qui manquait cruellement à sa propre existence. Voilà où en était Mathieu Dubois, un jeune homme qui avait tout pour réussir selon les standards de la société, un diplôme d'ingénieur informatique de l'une des meilleures écoles de France, un appartement dans le 16e arrondissement que ses parents continuèrent de payer, et pourtant, il se sentait complètement vide à l'intérieur, comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché de son âme. Il y a encore 6 mois, Mathieu travaillait dans une grande entreprise technologique parisienne. Ses journées se résumaient à des lignes de code, des réunions interminables et des deadlines impossibles à respecter. Chaque matin, il se levait avec cette sensation d'écrasement, cette impression que sa vie lui échappait complètement, mais il continuait machinalement parce que c'était ce qu'on attendait de lui. Puis un jour, tout s'est écroulé. L'entreprise a annoncé une vague de licenciements massifs et Mathieu s'est retrouvé parmi les victimes, non pas à cause de ses compétences qui étaient reconnues, mais simplement parce qu'il était le dernier arrivé dans son équipe ce jour-là, en rangeant ses affaires dans un carton. Il a réalisé qu'il ne ressentait même pas de colère, juste un vide immense, comme si on venait de lui retirer le dernier semblant de structure qui donnait un sens à son existence. Depuis lors, il passait ses journées aérées dans Paris, envoyant machinalement des CV qui restaient sans réponse, évitant les appels inquiets de ses parents et s'enfonçant chaque jour un peu plus dans une solitude qui devenait sa seule compagne fidèle. Ses économies fondaient comme neige au soleil et bientôt il ne pourrait plus payer son loyer. Mais étrangement, cette perspective ne l'angoissait même plus. Ce matin-là, dans ce petit café de quartier, Mathieu sirotait son café froid en fixant le vide quand une voix douce mais ferme l'a tiré de ses pensées. « Excusez-moi, jeune homme, puis-je m'asseoir ici? Toutes les autres tables sont occupées. » Il leva les yeux et découvrit une femme âgée d'environ 70 ans, aux cheveux blancs, soigneusement coiffés en chignon. Elle portait un manteau bleu marine, élégant mais pas ostentatoire, et ses yeux d'un bleu perçant semblèrent voir au-delà des apparences. Elle tenait à la main un livre usé et une tasse de thé fumant. Mathieu hocha la tête sans enthousiasme, mais la femme s'installa face à lui avec une grâce naturelle qui dénotait une éducation raffinée. Elle ne dit rien pendant plusieurs minutes, se contentant de boire son thé et de lire quelques pages de son livre, mais Mathieu sentait qu'elle l'observait discrètement du coin de l'œil. Finalement, elle referma son livre et le regarda directement. « Vous savez, dit-elle d'une voix posée, j'ai 73 ans et j'ai appris une chose dans ma vie. Les jeunes gens qui s'assoient seuls dans les cafés un mardi matin en regardant la pluie tomber portent généralement un poids invisible sur leurs épaules. » Mathieu sursauta légèrement surpris par cette intrusion dans sa bulle de solitude. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame, répondit-il d'un ton qui se voulait poli mais distant. La femme sourit avec bienveillance. « Je m'appelle Marguerite Beaumont. Et vous êtes quelqu'un qui a perdu sa boussole, n'est-ce pas ?» Cette phrase frappa Mathieu comme un coup de poing dans l'estomac car elle résumait parfaitement son état intérieur. Comment cette inconnue pouvait-elle lire en lui si facilement alors que lui-même peinait à mettre des mots sur ce qu'il ressentait. « Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, balbutia-t-il. Mais c'est exactement ça, j'ai l'impression d'être perdu dans ma propre vie, comme si j'avais pris le mauvais chemin depuis le début. Et maintenant, je ne sais plus comment retrouver ma route. » Marguerite hocha la tête avec compréhension. « J'ai connu cette sensation, mon petit, quand j'avais votre âge. J'étais institutrice dans une petite école de banlieue. J'aimais mon travail, mais je me sentais prisonnière d'une vie qui ne me ressemblait pas vraiment. Un jour, j'ai tout quitté pour partir enseigner dans un orphelinat en Afrique pendant 10 ans. » Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent. « Vous avez fait ça vraiment ?»« Bien sûr, » répondit-elle en souriant. « Mes parents étaient horrifiés, mes amis me prenaient pour une folle, mais c'était la meilleure décision de ma vie. J'ai découvert qui j'étais vraiment, loin des attentes et des conventions sociales. »« Mais comment avez-vous su que c'était la bonne décision à prendre ?» demanda Mathieu, intrigué malgré lui. Marguerite prit une gorgée de thé avant de répondre. « Je n'en savais rien au début. J'ai juste écouté cette petite voix en moi qui me disait que je devais essayer quelque chose de différent. Vous savez, mon petit, parfois, il faut accepter de se perdre complètement pour mieux se retrouver. » Cette conversation avec Marguerite était la première vraie discussion que Mathieu avait eue depuis des mois et il se sentait étrangement réconforté par la présence de cette femme qui semblait comprendre sa détresse sans le juger.
Vous savez, continua Marguerite, j'ai remarqué que vous veniez ici tous les jours depuis une semaine, vous commandez toujours la même chose, et vous vous asseyez toujours à la même place, en regardant par la fenêtre comme si vous attendiez quelque chose. Mathieu rougit légèrement, réalisant qu'il était devenu si prévisible dans sa routine de désespoir. J'attends peut-être que quelque chose change dans ma vie sans que j'aie à faire d'efforts. Marguerite éclata d'un rire cristallin mais pas moqueur. Ah mon petit, c'est exactement là où vous vous trompez. Le changement ne vient jamais de l'extérieur, il vient toujours de l'intérieur et il faut du courage pour l'initier. Mais j'ai peur, avoua Mathieu d'une voix presque inaudible, j'ai peur de prendre les mauvaises décisions, j'ai peur d'échouer, encore, j'ai peur de décevoir mes parents, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Marguerite tendit la main et posa délicatement ses doigts ridés sur ceux de Mathieu. La peur, mon petit, c'est normal, c'est même nécessaire. Elle nous rappelle que nous sommes vivants et que nous nous apprêtons à faire quelque chose d'important. Mais ne laissez jamais la peur prendre les décisions à votre place. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le bruit de la pluie contre les vitres et le murmure des conversations environnantes. Mathieu sentait quelque chose se réveiller en lui, une étincelle qu'il croyait éteinte à jamais. Si cette histoire de transformation et de rencontre inattendue vous touche, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre vision de la vie? Dites-moi, reprit Marguerite, qu'est-ce qui vous rendait vraiment heureux avant que tout devienne si compliqué? Mathieu réfléchit longuement à cette question. Quand j'étais petit, je passais des heures à dessiner, j'inventais des histoires, des personnages, des mondes entiers. J'avais même commencé à écrire une bande dessinée, mais mes parents m'ont convaincu que ce n'était pas un métier sérieux. Alors, j'ai choisi l'informatique parce que c'était plus sûr. Et qu'est-ce qui vous empêche de recommencer à dessiner maintenant? Mathieu haussa les épaules. L'âge, la peur du ridicule, le manque de talent peut-être. Marguerite secoua la tête avec fermeté. Sottise, tout cela, ce ne sont que des excuses que vous vous donnez pour ne pas prendre de risques. Vous savez ce que je pense que vous avez peur de découvrir que vous pourriez être heureux en faisant quelque chose de différent. Cette phrase résonna dans l'esprit de Mathieu comme une révélation. Avait-il vraiment peur d'être heureux? S'était-il habitué à la souffrance au point de la préférer à l'incertitude du bonheur? Marguerite regarda sa montre et commença à rassembler ses affaires. « Je dois y aller maintenant, mais j'aimerais vous proposer quelque chose si vous le voulez bien. » Mathieu la regarda avec curiosité. « Demain à la même heure, retrouvez-moi ici et apportez un carnet et un crayon. Nous allons faire un petit exercice ensemble. » « Un exercice. Vous verrez, dit-elle en se levant avec élégance. Faites-moi confiance, jeune homme, parfois il suffit d'une seule personne qui croit en nous pour que nous recommencions à croire en nous-mêmes. » Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, Mathieu, c'est bien votre nom, n'est-ce pas ?»« Comment le savez-vous » demanda-t-il stupéfait. Marguerite sourit mystérieusement. « Disons que j'ai l'habitude de reconnaître les âmes perdues. J'en ai rencontré beaucoup dans ma vie et je sais aussi reconnaître celles qui ont encore de l'espoir, même si elles l'ignorent. » Elle sortit du café laissant Mathieu seul avec ses pensées et pour la première fois depuis des mois, il sentit naître en lui quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais, la curiosité de savoir ce que demain lui réserverait.